Madame, Monsieur, soyez les bienvenus et comme on le dirait en Côte d'Ivoire, à quoi bas. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, pays de paix, peine pourtant à trouver un consensus autour de sa commission électorale indépendante en vue des élections pour 2020. Un dialogue a été initié avec toutes les parties concernées, société civile, partis politiques et gouvernement, mais à l'heure de la restitution des travaux, coup de théâtre, l'opposition décide de boycotter la dernière étape. Que s'est-il passé entre-temps? Que revendique l'opposition? Que propose et surtout quelle marge de manœuvre pour le gouvernement? Réforme de la CEI, l'avis des partis politiques. On en parle dans cette première partie du débrief avec M. Doumbia Soumaïla Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau, et Julien Kouao, essayiste, politologue. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, d'entrée de jeu, la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, quel est le principal ou quels sont les principaux reproches faits à la structure actuelle de la commission électorale indépendante ivoirienne pour exiger sa recomposition en profondeur? Oui, il faut dire que tout est parti de la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha en Tanzanie par l'Action pour la promotion des droits de l'homme APDH, une ONG ivoirienne. Cette ONG demandait à la haute juridiction africaine de constater la non-conformité de la loi relative à la CEI aux instruments internationaux que sont la charte sur la démocratie de l'Union africaine et le protocole sur la démocratie de la CEDEAO. Et le 18 novembre 2016, la Cour d'Arusha a conclu que la composition de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire était déséquilibrée au profit du pouvoir. Et donc, demande au pouvoir d'Abidjan de réorganiser la composition de la structure chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Il faut noter à toutes fins utiles que la CEI actuelle, objet de toutes ces polémiques, comporte 17 membres, donc 5 représentants de l'administration, 4 de la société civile, 4 de pouvoir, c'est-à-dire de la coalition au pouvoir, et 4 de l'opposition. Seulement, la Cour d'Arusha constate que les représentants de l'administration sont proches du pouvoir. Autrement dit, sur les 17 membres qui composent la CEI, 11 seraient proches du pouvoir. Autrement dit, pour cette Cour, il faut revoir les choses de façon équilibrée. D'accord, revoir les choses de façon équilibrée. Docteur Doumbia Major, vous êtes président d'un parti politique. Vous qui êtes acteur impliqué, qu'est-ce que vous reprochez ou qu'est-ce qui est reproché concrètement à la CEI de votre côté? Je voudrais vous remercier et saluer vos auditeurs et dire que la question de la CEI a été posée par nous, partis politiques, avant d'être reprise par l'APDH, qui est une organisation de la société civile. Nous avons, dans le temps, dit que cette CEI était déséquilibrée au profit du pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place avait 8 représentants et l'opposition en avait 4. Je ne parle pas de la société civile après qui vient. Parce que la CEI, c'est d'abord, avant tout, une affaire de politique. Et nous considérions à l'époque que, nous continuons de le considérer, que les 4 représentants de l'administration qui, n'est-ce pas, des institutions, on va l'appeler ainsi, devaient être comptabilisés dans le lot du pouvoir en place. Et donc, c'est un peu cette vision qu'a eue, n'est-ce pas, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé donc à l'État de Côte d'Ivoire, conformément à, n'est-ce pas, à ses engagements, de mettre en conformité cette CEI pour en faire un instrument équilibré. Donc, actuellement, nous sommes aux discussions et il ressort au niveau du gouvernement en place, il ressort qu'il y a des évolutions qui se font
hein, parce qu'il faut céder des choses, il faut peut-être être dur sur certaines choses. Et leur défense, si je peux appeler cela ainsi, c'est de dire que l'administration ou les institutions ne sont pas à considérer comme faisant partie du pouvoir en place parce que les fonctionnaires sont indépendants. Il s'agit des institutions souveraines de l'État de Côte d'Ivoire et ils ont du mal à accepter que nous fassions la confusion entre les institutions et la mouvance présidentielle. Parce que pour eux, il peut arriver qu'un autre parti arrive au pouvoir. Et si ce parti arrive au pouvoir et qu'on demande chaque fois qu'il y ait recomposition de la CEI parce qu'il y a des institutionnels qui, n'est-ce pas, sont considérés comme faisant partie et de la mouvance présidentielle, ben, écoutez, c'est des choses pour eux qui ne sont pas acceptables. Ben, nous avons dit, ben, écoutez, la Cour africaine a dit il faut de l'équilibre. Donc, ce que nous vous demandons, on accepte que le ministère des Affaires territoriales, le ministère de l'Intérieur, que la présidence qui organise les élections soit membre, n'est-ce pas, de cette commission. Donc, on n'est plus pour l'Assemblée nationale, on n'est plus pour le ministère de l'économie et autres au sein de cette commission. Que les deux membres des institutions qui sont là n'aient pas, n'est-ce pas, cette possibilité d'être candidat à la présidence de la CEI et qu'en plus, vous ayez 2 membres ou 3 membres de votre mouvance RHDP, donc ça fait 4 ou 5 membres, mais et qu'en face, l'opposition ait 4 ou 5 membres. Donc ils nous disent, mais non, écoutez, il ne faut pas comptabiliser, même si vous nous donnez 2 pour les institutions, il ne faut pas comptabiliser ces 2-là comme étant partie de la mouvance, faisant partie de la mouvance présidentielle. Donc, il y a que les discussions achoppent sur ce point. Voilà. Et l'autre point sur lequel il y a l'achoppement des discussions, c'est la société civile, qui, elle, souhaite avoir plus de membres. Parce que nous avons dit la société civile, ce sont les partis politiques qui sont engagés. C'est eux qui ont des candidats, c'est leur affaire. Mais nous appelons la société civile comme arbitre, comme observateur. Donc, il faut qu'elle ait 2 ou 3 membres. Elle ne peut pas avoir autant de membres que les partis politiques qui sont engagés. En plus, c'est nous qui avons nos militants sur le terrain. C'est nous qui avons nos représentants dans les bureaux de vote et autres. Donc, vous êtes là comme observateur. Ben voilà. Donc, il y a un débat, il y a des tiraillements à gauche et à droite, et parce que la société civile va être plus représentée. Nous avons dit, nous ne voulons plus des rois et chefs traditionnels, parce que c'est des sortes de grands électeurs. Et pour une démocratie rationnelle que nous voulons. Et nous ne voulons pas aussi des religieux, parce qu'ils doivent rester à leur place. Voyez-vous, donc ce sont ces évolutions que nous voulons au niveau de la CEI. Une partie de l'opposition, bien entendu, il faut le noter, qui était là au début, le PDCI et d'autres, ont estimé qu'il fallait changer tout l'écosystème et qu'il ne fallait pas se limiter. Et nous allons revenir sur l'écosystème que nous devons revoir, mais vous avez parlé tout à l'heure de la société civile à qui il fallait donner un quota minimum, parce que c'est vous les acteurs. Étant donné que les politiciens, les partis politiques sont déjà acteurs, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre quelqu'un d'impartial, de neutre? Est-ce que ce n'est pas là que la société civile doit jouer son rôle et donner à cette commission véritablement son titre d'indépendant? Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour que cette société civile soit présente. Mais déjà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, moi, j'ai fait partie des commissions qui ont écrit la première constitution de Côte d'Ivoire de 2000, d'après la constitution de 2000. Et nous avons écrit le code électoral. Voyez-vous, et au cours des travaux là-bas, je vais vous dire qu'il y a plusieurs structures de la société civile, MIFED, MICRAO et tout ça, mais qui en réalité ne sont que des appendices des partis politiques. Et c'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se mentir. Ceux qui sont à l'international peuvent dire, mais c'est nous, partis politiques, souvent, qui créons des structures de la société civile pour créer le surnombre. Et donc, ceux qui ont le plus d'organisations de la société civile, souvent créent le surnombre, et c'est ce qui a été le cas en 2000. Voyez-vous. Et donc, on ne veut plus rentrer dans ce jeu de manipulation où des gens se font passer pour société civile. Donc, on leur donne le minimum. Soyez là, équilibrez-vous entre vous.
C'est d'abord une affaire des partis politiques. C'est nous qui nous engageons pour ces élections. Soyez des arbitres, des observateurs. Et mieux, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez les propositions de la société civile, ils demandent même pour certains que nous soyons membres de la commission sans voix délibérative. Donc, eux seuls... Si ce mode opératoire nous allons revenir, Julien, est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, je ne partage pas évidemment ce point de vue. D'abord, je constate que M. Doumbia fait un aveu extrêmement grave pour notre démocratie en disant que la société civile est à la solde, inféodée et manipulée par les partis politiques. C'est une réalité. Non, je ne partage pas cette réalité parce qu'on a vu en 2000, les élections de 2000 ont été organisées par la société civile, avec à sa tête M. Honoré Guié. Et on a vu totalement son impartialité. Et comment il a organisé ces élections et comment il a résisté aux tentatives de fraude de la junte militaire à l'époque. Autrement dit, pour moi, je pense qu'on ne peut pas être à la fois arbitre et compétiteur. Aussi, je pense que si nous voulons nous attacher aux mots, au concept, on parle de commission électorale indépendante. Mais l'indépendance vis-à-vis de qui? Mais vis-à-vis de l'administration. N'oublions pas que dans un État normal, il revient à l'administration, c'est-à-dire à l'État, au gouvernement, d'organiser les élections. C'est parce que le gouvernement ne donne pas de garantie de neutralité et de transparence qu'on a recours à une commission électorale indépendante qui n'est pas une avancée démocratique contrairement à une idée admise. Bien au contraire. C'est parce que nous sommes incapables d'avoir une administration impartiale. Il faut aussi comprendre que les compétiteurs politiques sont des partisans. Évidemment, être partisan, ça va être un parti pris. On ne peut pas avoir un parti pris et faire preuve de neutralité dans un organe qu'on veut arbitral et neutre. Autrement dit, pour moi, il faut laisser la gestion entière de la commission électorale indépendante à la seule société civile. Exclusion faite des partis politiques et de l'administration. Cette société civile a un double visage, comme le dit Janus. Une société civile organisée à travers les ONG et autres à qui vous reprochez d'être inféodés à vos partis politiques, et la société civile non organisée qui représente l'entièreté des Ivoiriens. Il faut donc laisser cette société civile-là, mais mettre en place un mode de recrutement, c'est-à-dire un appel à candidature avec des thèmes de référence bien définis. Contrairement à M. Doumbia, je ne pense pas que la CEI est un organe politique. La CEI est un organe se situant au confluent du droit, de la politique, mais aussi de la citoyenneté. Autrement dit, c'est tous ceux qui doivent composer la CEI, ses membres, pour moi, doivent être des juristes, des politologues, des spécialistes, des techniciens de l'administration qui vont présenter leur candidature devant, par exemple, un organe comme l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire le Parlement. Et après recrutement, il peut y avoir un grand oral. Autrement dit, si nous restons dans le même schéma où on a les partis politiques, qui par définition sont des partisans, donc ayant des partis pris, si nous laissons toujours notre administration, que nous savons tous, incapable d'impartialité, nous allons droit dans le mur en klaxonnant. D'accord, nous allons droit dans le mur, mais avant de continuer, c'est vrai que cette question de la CEI vraiment fait couler beaucoup d'encre, pose beaucoup de questions. Nous allons suivre ce reportage que nos correspondants sur place à Abidjan ont mené sur les travaux justement de cette commission électorale. Les concertations entre le gouvernement, les partis et groupements des partis politiques sur la réforme de la commission électorale indépendante CEI en Côte d'Ivoire ont repris de plus belle. Malgré les réticences de certains partis politiques quant à la formation de la nouvelle CEI, le chef du gouvernement ivoirien a réaffirmé la volonté de l'État de doter la Côte d'Ivoire d'un organe électoral consensuel. Nous avons souligné dès l'entame de cette discussion qu'il n'y a pas de commission électorale qui constitue une norme. Chaque pays développe son modèle selon sa propre histoire politique, son organisation institutionnelle et ses valeurs administratives. Le paramètre déterminant demeure le consensus. Au cours des échanges, plusieurs points ont été abordés, des points qui méritent de l'éclaircissement selon l'avis de certains acteurs politiques. Nous ne sommes pas accordés sur certains points, surtout sur la participation de l'administration et des institutions.
nous pensons que c'est une institution républicaine et pour cela, le chef de l'État ne doit pas voir son représentant et le ministère de l'État aussi ne doit pas voir son représentant. Qu'on fasse confiance aux Ivoiriens et que la nouvelle commission qui doit s'installer, que ça soit véritablement animée par des cadres ivoiriens qui soient issus des partis politiques et de la société civile. La Côte d'Ivoire doit avoir une CEI indépendante, une CEI impartiale, et une CEI rééquilibrée surtout. Et dès lors que c'est rééquilibré, vous savez que nous aurons donc l'impartialité. Pour le gouvernement ivoirien, cette dernière rencontre sera une synthèse de l'ensemble des avis exprimés. Elle constituera la base des discussions définitives qui seront soumises en Conseil des ministres afin de doter la Côte d'Ivoire d'un cadre juridique consensuel pour des élections libres et transparentes en 2020. Alors, monsieur, vous venez de voir ce reportage. J'aimerais revenir. On parle beaucoup plus de indépendant, commission électorale indépendante. Indépendante vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi? Est-ce que cette commission électorale peut être réellement indépendante, financièrement, politiquement? Est-ce que c'est possible? L'indépendance, c'est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir en place, en tout cas de notre point de vue. Voilà, maintenant, après, je pense que sur la question de la société civile, moi, en Côte d'Ivoire, je doute fort. Hein. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'action politique en Côte d'Ivoire. Il a parlé du GRDS que je connais très bien, hein, qui a organisé les élections. Il dit qu'Honoré Gueye est vraiment impartial à 100%. Après, c'est un avis qu'il donne, voilà, que je respecte. Mais de mon point de vue, l'impartialité d'Honoré Gueye sur les élections de 2000, en tant que président de la CNE, à l'époque c'est comme ça on l'appelait, on peut quand même émettre tout un doute dessus. Parce qu'une élection, ce n'est pas uniquement le jour, n'est-ce pas, du vote. Il y a tout un environnement avant. Est-ce qu'on a rejeté les candidatures de tels pour des raisons justes ou pas? Tout ce qui a été fait pour saper l'élection en avant. Est-ce que c'est vraiment un jeu effectivement démocratique auquel on va? Quand l'élection est faite avec des fonds qui sont des fonds douteux, avec un discours par exemple qui est un discours tribal de manipulation et que le président de cette commission ne dit rien. Voyez-vous, à la base, il y a toujours un parti pris au niveau même de la société civile. Et c'est en cela que j'ai dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de société civile vraiment neutre, ça n'existe pas. Donc quand quelqu'un vous dit ça, on parle de APDH, ce sont des militants du FPI. Pour la plupart d'entre eux, que nous connaissons. Moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup d'entre eux. Quand vous parlez du MIFED, c'est les militants du FPI. Il y en a qui sont les militants du RDR. Madame Brogrébé, par exemple, qui aujourd'hui est de la société civile. Quelle société civile? Une dame qui a appelé à la haine dans ce pays pendant près de 20 ans. Alors donc, nous allons rester sur la commission électorale parce qu'on n'a pas tous ces justificatifs. Nous disons... Ben, écoutez, c'est une neutralité que nous souhaitons. Les partis politiques déjà se neutralisent de manière numérique. Après, on choisit une ou deux personnes de la société civile. Quand on parle de technicité de politologue, ben, moi j'ai un master en sciences politiques. Voilà, je suis politologue, je suis chef de parti. Dans mon parti, il y a des spécialistes en élection. Je suis docteur en analyse des discours. Je peux dire que je suis autant politologue que lui qui est de la société civile. Donc les cadres, les hommes brillants, on en a dans nos partis. Ceux qui vont suivre les élections, on en a dans nos partis. Et politiquement, juridiquement, concrètement, qu'est-ce que vous pourrez proposer pour cette nouvelle CEI qui doit être mise en place? Cette nouvelle CEI, déjà au niveau de l'équilibre, nous avons dit 4 membres pour l'opposition ou 5 membres pour l'opposition, 5 membres pour le parti, la mouvance présidentielle. Et nous considérons, nous opposants, que les 2 membres, la présidence de la République, plus le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur qui sont présents, doivent être comptés dans le quota de la mouvance présidentielle, plus donc 3 du RHDP, ça en fait 5, et en face nous avons 5. La société civile, on lui donne 3 membres ou 1 ou 2 membres. On a même appelé à ce que le syndicat de la magistrature y soit et que le barreau soit représenté. Voyez-vous, donc quand nous sortons de ça, ça donne quelque chose d'équilibré. Donc les débats aujourd'hui, c'est que le pouvoir voudrait, en plus des membres des institutionnels, avoir le même nombre de membres que l'opposition en face. Maintenant, il a été arrêté lors de ces discussions où nous sommes que les autres questions qui ont rapport, par exemple, avec le découpage électoral, avec l'environnement
qui entourent l'élection, les fonds occultes qui sont utilisés par certains candidats dès maintenant pour aller construire des mosquées par-ci par-là qui forcent le jeu démocratique, le discours lui-même qui souvent était un discours tribal, un discours religieux qui, n'est-ce pas, force, n'est-ce pas, la transparence et la rationalité du jeu démocratique, parce que opposer des tribus avec un discours tribal entre eux, ce n'est pas démocratique, c'est celui qui a le plus de... Mais là, ce n'est pas le rôle de la commission électorale. Si, c'est le rôle de la commission électorale, c'est de dicter aussi des lois pour dire, il y a tel discours qu'on n'utilise pas. Justement, le rôle de la commission électorale, c'est de dire les lois, que... La commission électorale dicte les lois. Au niveau du code électoral, je me dis que c'est de là que part vraiment tout le processus. Est-ce qu'avec les nouvelles réalités, les nouvelles exigences politiques en Côte d'Ivoire, le code électoral ne doit pas être revu? Je pense bien. Vous savez, pour réussir une élection apaisée en 2020, je pense qu'il faut la réunion de 4 conditions distinctes cumulativement exigées. D'abord, la mise en place d'une structure indépendante pour organiser ces élections, indépendante de l'administration et des partis politiques. Ensuite, revoir le code électoral qui structure les élections en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout le processus électoral, en commençant par les opérations préélectorales, c'est-à-dire le recensement électoral, la campagne électorale, le vote, la proclamation des résultats et la gestion du contentieux. Le découpage électoral. Il faut aussi revoir le corps électoral, c'est-à-dire les électeurs. Donc il faut mettre un accent particulier sur le fichier électoral. Et enfin, il faut faire en sorte, et il a dit de façon explicite, il faut faire en sorte qu'il y ait une participation de toutes les opinions politiques à ce jeu électoral. Relativement à votre question, la question du code électoral, c'est le cadre juridique. C'est le cadre juridique. Évidemment, ce cadre juridique ne peut être efficace que si nous avons une structure, c'est-à-dire si le cadre institutionnel est efficace. Le cadre institutionnel, c'est l'organe qui est chargé d'organiser les élections et de gérer le contentieux. C'est-à-dire la CEI et accessoirement, en aval, le Conseil constitutionnel. Il faut dès maintenant réfléchir sur l'indépendance de ces 2 institutions. Et je pense que, même si cela, mon frère Doumbia n'est pas d'accord avec moi, c'est ça le charme aussi du jeu démocratique, oui, je pense qu'il faut exclure les partis politiques du champ de la CEI. D'accord, exclure les partis politiques du champ de la CEI. Mais si on devait retenir quelque chose, 2020, c'est juste dans quelques mois. Est-ce que si les partis politiques, l'opposition et le gouvernement n'arrivent pas à se mettre d'accord maintenant, est-ce que ça ne va pas biaiser un peu le calendrier pour les élections, les prochaines élections électorales? Nous sommes à 16 mois des élections. Je pense que quand on vient à des débats, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il y a des choses qu'on peut changer dans les 16 mois, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer dans les 16 mois. Et c'est pourquoi nous avons dit, normalement le gouvernement n'était pas obligé de nous appeler à des discussions. Ça, il faut que ce soit clair. Le gouvernement n'était pas obligé. La Cour africaine des droits de l'homme et des droits de l'homme et des peuples, c'est ça, CADPH comme on l'appelle, a demandé à ce que la Côte d'Ivoire reforme sa commission électorale, et la Côte d'Ivoire a demandé qu'est-ce que vous voulez que nous fassions. Et bien, c'est à vous de voir. Donc, le gouvernement pouvait faire une proposition et, n'est-ce pas, transmettre cela à la Cour. Ça suffisait. Mais ils ont souhaité qu'on puisse s'asseoir pour discuter et qu'on trouve quelque chose de façon consensuelle et que nous puissions défendre cela de manière souveraine ensemble. Ça, c'est déjà une bonne chose que nous soyons associés à ces discussions. Maintenant, nous avons dit, il y a la discussion sur la CEI et il y a la discussion sur l'environnement qui entoure. Voyez-vous, parce que l'élection, ce n'est pas uniquement la neutralité ou l'équilibre au sein de la CEI. Il y a toutes des opérations en amont, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, le recensement électoral, le fichier, le code électoral lui-même, qui va donner des limites pour dire ça se fait, ça ne se fait pas. Celui qui transgresse sa candidature est rejeté, par exemple. Donc, mais il y a des choses qu'il faut faire maintenant, c'est la CEI. Et puis pour le reste, nous avons demandé au gouvernement d'ouvrir les discussions sur les autres aspects, ce qui aussi était notre acquis. Donc on espère qu'avant d'aller aux élections en 2020, où nos partis seront, ces éléments-là seront réglés.
Et nous voulons que ces choses-là se fassent dans la paix et qu'on ne donne pas l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas discuter non plus. Aller dans la paix, dans les négociations, le dialogue. On voit que la dernière étape sur la formation de la CEI a été boycottée. Est-ce qu'on peut penser un passage en force du gouvernement? Non, je ne pense pas. Comme il a si bien dit, le gouvernement, en invitant l'opposition, la société civile à la discussion, ça veut dire que l'opposition, le pouvoir s'inscrit dans un cadre républicain et démocratique. Il faut trouver un consensus. Et comme il a si bien souligné, et je partage son avis, lorsqu'on va à une discussion, il faut être réaliste. On avance des opinions, on argumente, mais il faut savoir aussi que les autres ont leur opinion et qu'il faut chercher un consensus. Donc je pense que les uns et les autres vont trouver un consensus parce que tout le monde, toute la communauté internationale nous attend en 2020 pour l'organisation d'une élection apaisée. Une élection apaisée et transparente en Côte d'Ivoire, mais si par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, s'il arrivait que le gouvernement maintenait la CEI en l'état actuel des choses, très rapidement, parti politique? Je pense que le président de la République lui-même a pris des engagements allant dans le sens de la réforme de la CEI. Donc, il ne peut pas maintenir la CEI en l'état. Maintenant, nous proposeront une CEI selon leur vision et qui prennent en compte les discussions que nous avons eues, les avis que nous avons, n'est-ce pas, exposés. Et quand ce sera proposé, nous aviserons et nous donnerons notre point de vue de parti politique sur ce qui sera proposé. D'accord. Alors, oui. Oui, je pense que le gouvernement ne peut pas faire un passage en force parce que n'oublions pas que l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme est un acte juridique. Donc, il y a une valeur obligatoire et exécutoire qui s'impose à l'État de Côte d'Ivoire. Sauf à renoncer à l'État de droit, la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas réformer la commission électorale indépendante avant 2020. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette première partie de notre magazine Le Débrief. Nous parlions de la réforme de la CEI, tant souhaitée en Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite du débrief. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie du débrief. La bataille pour l'élection présidentielle de 2020 est donc lancée en Côte d'Ivoire. Dans la première partie, nous parlions de la réforme de la commission électorale indépendante. Mais au niveau des acteurs politiques sur le terrain, de potentiels candidats sont déjà bien connus et actifs sur le terrain au contact des populations. Des velléités se font jour, des rapprochements politiques, des ruptures. Les grandes manœuvres pour 2020 ont donc commencé. Et dans cette deuxième partie du débrief, nous essayerons de décrypter les grandes actions politiques engagées pour la bataille de 2020. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Dr Doumbia Soumaïla Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Et avec nous, Julien Kwao Géoffroy, analyste, juriste et politologue. Alors, messieurs, du côté de la majorité présidentielle, nous allons commencer par là. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être le probable dauphin du président Alassane Ouattara? Ou bien est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara lui-même est capable de se relancer dans la course? Doumbia. Moi, je ne suis pas membre de cette majorité, donc c'est leur cuisine interne. Mais quand vous regardez un peu l'aspect, ce qui se dégage. Non, je n'ai pas d'avis à donner sur un parti qui est opposé au mien. C'est à leur cuisine interne. Ils décident ce qu'ils veulent, le candidat qu'ils présenteront. Nous aurons en face notre candidat. Mais si jamais le président Ouattara décide de se représenter pour un troisième mandat, parce que déjà on entend beaucoup déjà des partis politiques parler en matière de droits et autres, vous n'avez pas d'opinion pour le moment tant qu'il ne s'est pas encore déclaré. Nous attendons que les uns et les autres se déclarent. D'accord. Julien Kwao et vous? Oui, mais le cadre juridique est défini relativement aux élections et il appartiendra au moment venu au Conseil constitutionnel de dire qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. Évidemment, il y a des velléités. Le président de la République ne montre pas clairement s'il peut être candidat ou pas. Dans tous les cas de figure, il ne peut que donner un avis et son avis n'a pas de valeur juridique. Le peuple ivoirien a marqué, n'est-ce pas, son adhésion à la limitation des mandats. Autrement dit, sa volonté d'aller à l'alternance. Je pense que tous les acteurs politiques doivent s'inscrire dans cette logique. Maintenant, évidemment que le RHDP aura un candidat qui va défendre son bilan. Mais il faut un candidat qui pourra convaincre les électeurs. Parce que vous savez, gouverner, c'est décevoir. Quand on est dans l'opposition et qu'on est candidat, on fait des propositions. Mais quand on est au pouvoir et qu'on est candidat, on défend un bilan.
Est-ce que ils auront quelqu'un pour défendre ce bilan-là? Alors, faisons voyons des cas de figure. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il est le chef du gouvernement, il dirige actuellement l'action gouvernementale. Est-ce que c'est le candidat idéal pour représenter le RHDP? Je reste sceptique. Je reste sceptique parce que la bataille sera extrêmement rude. Je ne pense pas qu'il ait une notoriété et une popularité nationale. Prenons le cas du ministre le ministre d'État, ministre de la Défense. Il représente l'aile juvénile du RHDP. Est-ce que lui aussi a cette aura pour aller vraiment à la conquête du pouvoir, quand on sait que les potentiels candidats de l'opposition sont d'un certain calibre? Ce sont des pistes de réflexion. Est-ce que, in fine, M. Ouattara, si d'aventure il était, n'est-ce pas, éligible à cette élection, ne serait pas le candidat idéal pour le RHDP? Dans tous les cas de figure, le pouvoir RHDP aura fort à faire en 2020 parce que, comme je le dis, il va défendre un bilan. Il va défendre un bilan et en face, M. Doumbia, Dr Doumbia, vous venez avec votre parti politique, il y a d'autres partis d'opposition. Déjà, vous, comment est-ce que vous travaillez pour 2020? Est-ce que déjà les formations, les comités de base sont sur le terrain? Comment vous attaquez 2020? Vous savez, moi, j'ai fait du marketing politique. Donc, j'ai appris à vendre les hommes politiques comme on vend du savon. Comme on les habille pour les vendre. Comme on les présente pour les vendre. Donc, les prises de position qui sont des prises de position définitives pour dire tel il est bon, tel il n'est pas ceci, tel est l'aile juvénile, tel n'a pas la carrure. Pour moi, ça, je ne prends pas cela en compte. Ce sont des avis. Mais ce ne sont pas des avis scientifiques, ce sont des opinions. Et donc pour moi, homme politique, le jour où un candidat sera en face de moi, je sais que la machine de son parti mettra tout en œuvre pour en faire un candidat qui est non seulement qui soit présidentiable dans l'imaginaire ou dans les représentations. Donc nous allons nous opposer, nous allons combattre ceux qui seront en face de nous, sans dire davantage et d'avance que tel est un candidat minime ou tel. Non, non, il n'y a pas ça en politique, ça n'existe pas. L'homme politique se construit, il construit son image, il construit son ethos. Et il y a tout un appareil de communication autour qui prend un homme politique du néant et en fait un homme politique charismatique. Donc pour moi, je ne pars pas avec ces idées selon lesquelles tel est bon, tel n'est pas bon, ça se construit. Au niveau de notre parti, nous nous organisons. Nous nous organisons parce que présenter un candidat, c'est, n'est-ce pas, mettre un citoyen en face du peuple pour que ce citoyen soit l'objet du choix. Donc, pour qu'il y ait des adhésions à nos idées, à nos valeurs. Et donc, nous sommes sur le terrain politique avec nos propositions, avec nos valeurs, et nous combattons nos différents adversaires. Voyez-vous, aujourd'hui, le champ politique en Côte d'Ivoire tend à être bipartite sur le plan idéologique. Il y a une opposition quasi, je vais dire, entre ceux qui sont dans l'idéologie identitaire, nationaliste, du repli autochtoniste et, on va dire, xénophobe, qui fouette donc cet orgueil, qui joue un peu avec ces sentiments de peur, qui, comme on dit, brandissent le ruban rouge de l'invasion étrangère, comme le fait Bédier et tout ça, contre ceux qui sont dans une dimension républicaine du vivre ensemble et autres. Donc, on a une sorte de front nationalisation, d'extrême droitisation, n'est-ce pas, d'une classe politique qui joue sur, n'est-ce pas, la fibre affective grégaire de nos populations, faire croire à une invasion, faire croire qu'il y a des gens qui arment des étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire, donc joue sur du chauvinisme, joue sur de l'identitaire et qui sont dans un schéma qui est d'isoler politiquement, de créer un consensus national autour du rejet de ceux qui sont présentés comme les complices des étrangers, les complices de l'invasion étrangère. Donc voilà un peu ce qui est en train de se passer dans notre pays
pour sortir le jeu politique, même le discours politique, du champ programmatique pour le maintenir, n'est-ce pas, dans ce discours pourri-là, qui est l'identité, l'ivoirité, celui-là est pur, celui-là est impur, en instrumentalisant, comme Gbagbo l'a fait en 2000 d'ailleurs, qui allait sortir, je vais terminer, une 4000 cartes d'identité le 19 mars 2000. Alex Aïtassi les présenter à la télé pour dire voilà, il y a une invasion, il y a des gens qui fraudent sur l'identité ivoirienne. Et donc ces fraudeurs-là, c'est Ouattara. Nous n'avons pas tous les éléments sur ces données. Nous n'avons pas tous les éléments sur ces données, donc nous ne pourrons pas nous aventurer. Mais quand vous parlez de bipartisme, de cette polarité au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des partis politiques, quand on regarde les dernières élections locales, on a vu que loin de ce combat de bipartisme, on va dire, il y a une classe qui s'est fortement marquée, qui s'est dégagée de tous ces débats, les indépendants. Est-ce que les élections présidentielles, l'élection présidentielle de 2020 ne sera pas un terrain fertile encore pour exprimer la volonté des candidats indépendants? Oui, tout simplement parce que si vous remarquez bien, tous les acteurs politiques, ou du moins ceux qui sont notables sur la scène politique depuis près de 30 ans, sont les mêmes. Et donc, les Ivoiriens demandent certainement du renouveau. Et comme il a si bien dit, nous sommes dans une société marquée par les partis politiques. Il est évident que ces partis politiques-là, au regard de leur fonctionnement, de leur organisation, ne permettent pas l'émergence de nouvelles personnalités politiques. Des partis ethniques un peu. Non, c'est-à-dire ce sont des partis qui ont une gestion à l'ancienne de la chose publique. Et donc, de nouvelles personnalités vont émerger certainement. Mais on est à 16 mois des élections. C'est maintenant qu'il faut se démarquer. C'est maintenant qu'il faut aller, n'est-ce pas, à la rencontre des 23 millions d'Ivoiriens et des potentiels 7 millions d'électeurs. Le territoire ivoirien, c'est 322 000 km². Donc, il faut aller, n'est-ce pas, vers les uns et les autres, et c'est dès maintenant. Je pense que si les indépendants veulent bousculer, n'est-ce pas, la classe partisane, il faut commencer dès maintenant. Parce que les partis politiques ou bien les acteurs partisans sont déjà sur le terrain. Vous voyez, M. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien allié de M. Ouattara, il est sur le terrain politique. Il est en train de parcourir chaque jour des kilomètres, n'est-ce pas, carrés. Il va vers les populations, il touche du doigt le problème des populations. Madame Simone Gbagbo, qui montre aussi des velléités présidentielles, était tout récemment dans le Grand Ouest, etc. Monsieur Charles Blé Goudé, depuis La Haye, envoie des signaux à travers des communications politiques. Et puis au niveau du PDCI-RDA, monsieur Henri Konan Bédié pourrait être, n'est-ce pas, le cheval idéal. Mais attention, ils ont aussi des candidats potentiels que sont M. Billon, M. Dikawé et même M. Thierry Tano, c'est-à-dire une classe de technocrates qui pourraient aller, n'est-ce pas, solliciter le suffrage des Ivoiriens. Autrement dit, je pense que si des indépendants veulent compter comme ils l'ont été au niveau des élections locales qui ont une dimension réduite, ici, comme M. Dunguia l'a si bien mentionné, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Et donc, il faut s'y prendre tôt. Nous sommes à 16 mois. Je pense que c'est déjà trop tard. Vous pensez que c'est déjà trop tard, mais vous êtes sur le terrain, au contact des populations à chaque fois. Je veux demander, en tant qu'opposition, est-ce que face à la mouvance présidentielle, je dirais le RHDP, le PDC, le FPI qui veulent faire une coalition, est-ce que vous, en tant qu'opposition, vous pensez à rallier, à rassembler d'autres partis de l'opposition avec vous pour aller à 2020 ? Oui, nous travaillons à cela. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, notre objectif, c'est de proposer quelque chose à notre peuple, de dire que nous avons une vision. Nous voyons la Côte d'Ivoire autrement. Et cette Côte d'Ivoire dont nous rêvons, nous voulons que vous rêviez avec nous pour qu'ensemble, on puisse amener le changement. C'est vrai qu'en face, il y a des partis ou des individus qui sont déjà en action. Et c'est en cela que j'ai dit, l'élection de 2020, est-ce que l'élection sera vraiment démocratique? Est-ce que l'élection sera vraiment démocratique quand on voit des gens comme Guillaume Soro,
qui sont déjà en campagne. Dans une stratégie que nous connaissons, hein, victimaire, on m'a chassé, je pleure, qui pleurnichent, mais qui font une campagne avec des fonds qui, n'est-ce pas, sont des fonds occultes, que de l'argent souvent venant des casses de banque, ou voyez-vous. Et donc, ça force déjà le jeu démocratique. La commission électorale qui est là, qui voit des campagnes, une campagne comme ça avant l'heure, qui sont des achats de conscience. Voyez-vous, moi j'ai vécu au Canada pour je termine. Dans une élection est normale. Justement, il finit et puis... Pour une cravate qu'on fait en cadeau électoral, ça vous élimine du jeu. Mais chez nous, voyez-vous, des gens qui rentrent dans les mosquées, aller corrompre des chefs religieux, prendre de l'argent, souvent qui est de l'argent volé, aller construire une école pour des candidats qui attendent en retour que ces personnes... Déjà, ça force le jeu. Mais là, nous maintenant, pour ne pas trop m'attarder n'avons pas de sur confirmation, de justification sur l'origine de ces fonds dont vous parlez. Après, mais quand vous parlez ces gens ont un bilan. Quand vous parlez de campagne déjà engagée, est-ce que ce n'est pas normal que celui ou celle qui a des velléités puisse aller avant les campagnes, s'enquérir auprès des populations? Après, ce que je dis, c'est que ces gens ont un bilan. Quand je prends par exemple le cas de Guillaume Soro, il a eu la gestion du Nord. Et au niveau de cette gestion du Nord, il y a eu quand même une gestion que je voudrais sur le plan des droits de l'homme, qui fait l'objet de quand même beaucoup de critiques, avec des exécutions extrajudiciaires. Quand on prend comment est-ce que cette partie du pays a été mise en lambeaux, mise en pâture pour être pillée, je ne crois pas que les Ivoiriens, même s'ils font des tournées pour donner de l'argent à gauche et à droite, soient suffisamment fous pour laisser quelqu'un qui a mis le pays en pâture de la sorte extrapoler ce qu'il a fait dans le Nord sur toute l'étendue du territoire. Quand je prends par exemple le cas du PDCI, pour nous qui sommes un jeune parti, qui voulons une alternance, pour un changement que nous appelons un changement positif, le PDCI qui est un parti qui a eu à gérer la Côte d'Ivoire et qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette situation de sous-développement. Parce que c'est ça la réalité. Dans les années 60, quand nous prenions l'indépendance, nous étions au même niveau pratiquement que des pays comme Singapour et autres. Et donc, voyez-vous, la Corée. Et donc, ces gens qui sont là, les bombés, ce que moi j'appelle les momies de la classe, les crocodiles, cette vieille garde qui sortent des sarcophages, qui viennent, qui ont un bilan, négatif, qui n'ont fait que diviser le pays. Le bilan de Bédier, c'est quoi? L'ivoirité. Mettre ce pays-là en lambeaux. Ce que nous nous proposons, c'est l'unité d'abord de la nation. Sortir de ces discours qui sont des discours de tribalisme, des discours de celui-là, il est plus ivoirien que l'autre, il est pur, il est impur. Donc, parce que pour nous, l'unité de la nation, c'est le ciment fort, c'est le socle, c'est la pierre d'angle du développement de toute la nation. C'est pourquoi nous critiquons, nous dénonçons et nous déconstruisons au quotidien tous les discours de stigmatisation ethnique, de hiérarchisation du type ivoirité, autochtonie, xénophobie que ces gens-là utilisent pour être en phase avec notre peuple, n'est-ce pas, sur cette question pour dire nous sommes un, nous voulons vivre ensemble, nous n'avons pas à écouter ces vieux décadents-là qui se sont enrichis pendant près de 20 ans. Je vais terminer. Un facteur important qui sont des bourgeois quand en vous parlez réalité. d'union, non, je veux juste revenir sur quelque chose. Quand vous parlez d'union, de rassemblement, c'est quelque chose de très important parce qu'on voit déjà les montées verbales, les tensions verbales à l'approche de 2020 qui ne sont pas de bon augure pour des élections apaisées. C'est ça que j'appelle manipulation tribale. Évidemment, et je pense que le président Doumbia est déjà en campagne. Ce qui est normal. Justement, c'est normal. C'est ce que je disais des autres acteurs politiques. Mais il faut polisser un peu le langage. Cette escalade verbale qui consiste à dénigrer les autres, qui consiste à insulter les autres, qui consiste à diffamer les autres, ne me paraît pas politiquement correct et mature. Ce qu'il faut, c'est de travailler son programme politique. Il n'y a pas de diffamation sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Qu'est-ce que nous présentons aux Ivoiriens? Et dans ce sens-là, je pense que c'est seulement ceux qui iront sur le terrain, qui iront au contact des Ivoiriens, qui vont communiquer avec les Ivoiriens. Et comme je l'ai dit, le RHDP a un bilan à défendre. Aura un bilan à défendre. Ce sera difficile. Mais les opposants doivent comprendre aussi qu'ils ne seront pas sur un plateau d'or. Je pense qu'il faut un rassemblement dès maintenant assez clair et visible. Parce que, vous voyez, pour être président de la République, il faut aller en campagne. Mais pour être choisi, il y a 3 choses. Il faut être d'abord visible. La visibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te connaisse sur l'ensemble du territoire.
Si vous n'êtes pas connu, on ne peut pas voter pour vous. Ensuite, il faut de la crédibilité. Vous devez être crédible de par votre discours, de par votre action. Vous ne pouvez pas avoir un discours violent et être crédible. Vous ne pouvez pas avoir un discours qui rejette l'autre et être crédible. Et ensuite, une fois que vous êtes visible, crédible, vous devenez audible. C'est en ce moment-là qu'on vous écoute. Et vous vous donnez une stature présidentielle. Et c'est en ce sens-là, en ce moment-là, que les Ivoiriens seront prêts à aller, n'est-ce pas, à vous suivre. Je pense que pour 2020, l'opposition a ses chances. Pourvu que stratégiquement, elle arrive à être dans une direction qui va lui permettre de ratisser large au niveau des choses. Oui, mais quand je parle d'opposition, vous, par exemple, vous êtes de l'opposition, le PDCI-RDA est dans l'opposition, le FPI est dans l'opposition, le PIT est dans l'opposition, le CP, le comité politique de Soro Diom aussi, est dans l'opposition. Sans coalition, l'opposition aura des chances assez maigres. Et d'ailleurs, la situation politique en Côte d'Ivoire l'a montré. Les coalitions électorales ont toujours eu raison des pouvoirs en place. Alors, je vais revenir sur quelque chose. Vous venez de dire que pour être présidentiel, il faut avoir ses chances. Il fallait être d'abord visible, crédible et audible pour espérer cela. Ça rejoint un peu un point que le président Doumbia vient de parler. Lui, il parle de marketing politique, comment travailler à vendre ce personnage politique, cette personne politique-là. Mais dans le schéma politique actuel, il y a une notion aussi qui revient très souvent, la nouvelle génération. 2020, est-ce vraiment, comme on peut le dire, la place pour la nouvelle génération? Et qu'est-ce qu'on entend par nouvelle génération? Je vais répondre à cette question en rapport avec la nouvelle génération. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on parle d'opposition, il n'y a pas quelque part écrit voici l'opposition. Elle n'est pas, je vais dire, homogène. Nous sommes tous des partis d'opposition. Le FPI est un parti d'opposition. Le PDCI est devenu, il y a 6 mois de cela, un parti d'opposition. Oui. Soro est devenu un opposant il y a 2 mois ou 3 mois de cela. Donc chacun de ceux-là ont un bilan. Donc quand nous allons compétitionner avec ces personnes-là. Et dans notre action, dans notre dynamique de marketing politique, nous présentons le FPI avec son bilan négatif. Nous présentons le PDCI avec son bilan de 30 ans qui pour nous est un échec. Nous présentons Soro avec son bilan qui, n'est-ce pas, j'ai parlé des aspects en droit de l'homme, mais d'autres aspects. Au-delà des aspects Maintenant, est-ce qu'on peut se mettre ensemble, ces partis d'opposition? C'est là la véritable question. Justement. Certains sont de gauche, certains sont de droite. Quel sera l'élément qui sera l'élément fédérateur? Ça, c'est une autre question. Donc, il est difficile. Ce n'est pas uniquement on chasse du Ouattara pour se mettre là. Voyez-vous. Maintenant, quand on parle de nouvelle génération, nous, dans notre vision, ce n'est pas une génération liée à l'âge. C'est une autre façon de faire la politique, une autre vision. Et nous, notre vision ne cadre pas avec des jeunes de 20 ans ou de 25 ans qui, sur la base de l'âge chronologique, mais pourtant qui ont des pratiques de vol de deniers publics, des pratiques de tuerie de personnes et autres, des pratiques anciennes ou des pratiques qui sont d'utiliser le discours ethnique ou tribal dans le jeu politique. Pour nous, ça, c'est une génération dont nous ne voulons plus. Quand nous parlons de nouvelle génération, ce sont des gens qui mettent l'intérêt supérieur de la nation en avant, peu importe leur âge. Ce sont des gens qui, n'est-ce pas, mettent la gestion honnête et transparente du pays en avant. Donc, ce sont des nouvelles valeurs. Mais ceux qui sont dans cette faillite morale, qui, n'est-ce pas, a gangréné notre pays pendant plus de 10 dernières ou 20 dernières années, ben pour nous, nous ne les considérons pas comme des gens d'une nouvelle génération. D'accord. Vous, Julien, quoi, oui, vous partagez je pense que nous sommes 2 politologues sur le plateau et il le sait très bien. En sciences politiques et en action politique, les actes comptent énormément. Lors de la mise en place de la Troisième République, l'adoption de la Troisième Constitution du 8 novembre 2016, un fait important a été posé.
la suppression de la limite d'âge à l'élection du président de la République. La limite d'âge, c'était 75 ans. Et cette limite d'âge a été supprimée. Mais à quelle fin? Parce que tout simplement, tous les grands de la scène politique ivoirienne, en 2020, auront plus de 75 ans ou 75 ans. Donc il y a une volonté manifeste de se maintenir au pouvoir. Seulement, nous sommes dans le cadre républicain, cette manifestation n'est pas incorrecte politiquement. C'est normal qu'il veuille rester. Il appartient à la nouvelle génération. Et là, je suis d'accord avec le président Doumbia. Quand on parle de nouvelle génération, il ne faut pas forcément voir l'âge. Moi, je parle de nouveaux personnels politiques, de nouveaux visages. Mais il faut que ces visages-là mettent en place tout un marketing politique. Il faut qu'ils travaillent dès maintenant. Il faut qu'ils sortent des réseaux sociaux pour aller sur le terrain. Parce que je vais vous donner un exemple. Lors des élections de 2015, je me suis amusé un peu, en tant qu'analyste politique et politologue, à aller à Yopougon, près du marché central de Yopougon. Et j'ai interrogé 100 personnes pour voir s'ils connaissaient les différents candidats en lice. Et j'ai été étonné que, hormis 2 ou 3 personnes, 3 candidats, les autres étaient quasi inconnus pour la population. Donc il faut travailler dès maintenant, il faut aller sur le terrain, il faut sortir du mythe, n'est-ce pas, de la rhétorique, pour cultiver l'action. Travailler, aller sur le terrain. Malheureusement, c'est sur ces quelques mots que nous allons mettre un terme à cette deuxième partie du débrief. Julien Kwao, analyste, essayiste et politologue, et avec nous, Dr Doumbia Soumaïla Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Messieurs, merci pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à notre émission. Agréable suite au programme sur nos antennes.